bonjour à chacune et à chacun et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Tous Frères. Cette émission est consacrée à la religion protestante avec le verbe débattre. Comment le débat permet à l'Église protestante et aux fidèles d'avancer dans leur foi? D'où vient cette culture du débat? Nous allons rencontrer des experts de la question, comme par exemple en Guadeloupe. Nous verrons comment le débat fait partie intégrante de la mission pastorale de Marcel. Il est médiateur et avec lui, débattre sans se battre est tout à fait possible. Une façon pour cette église adventiste de consolider les croyances fondamentales. Rencontre ensuite avec un aumônier à l'hôpital de Cayenne en Guyane. Jean-Claude aime le débat qui a toujours fait partie de sa vie. Pour lui, aujourd'hui, débattre est un dialogue et une rencontre avec l'autre, une vision qui a évolué pour lui au fil des années. Dans la chronique cette semaine, focus sur la religion catholique où il existe des débats sur des questions de société, notamment à travers les synodes, des assemblées d'ecclésiastiques et de fidèles. Débattre comme dans l'échange sulfureux entre Jean Calvin et Sébastien Castellion. Mais quel est le cœur de cette querelle? Luciano nous raconte tout. Débattre comme l'ont fait Calvin et Castellion. Remontons le fil du temps et allons à la découverte de 3 moments clés de la vie de ces hommes passionnés de Dieu. En septembre 1541, le célèbre pasteur Jean Calvin arrive à Genève. Il doit organiser l'enseignement et cherche un directeur pour le collège de la ville. Il fait appel à un jeune homme de 26 ans nommé Sébastien Castellion, un homme pieux et intelligent qu'il a rencontré quelques années plus tôt à Strasbourg. Castellion se met à la tâche avec ardeur. Calvin l'apprécie pour son dévouement. Mais des sujets plus théologiques vont alimenter les premiers débats entre ces deux hommes. Ils débattent longuement sur l'interprétation du Cantique des Cantiques, un livre de la Bible, ou encore sur le Credo. Des querelles certes anecdotiques, mais qui enveniment leur relation. En 1553, nous retrouvons Castellion ici, à Bâle. Il vient d'apprendre une terrible nouvelle. Un homme du nom de Michel Servet vient d'être brûlé vif aux portes de Genève. Pourquoi donc? Pour hérésie. Il remettait en cause le dogme de la Trinité. Une exécution soutenue et même encouragée par Calvin. Castellion est révolté. Où est la liberté de conscience? Où est la tolérance? Nombre de questions qui vont alimenter les débats dans la communauté protestante. L'année suivante, en réponse au débat qui anime l'opinion publique, Calvin publie un livre. Pour lui, l'Église a le devoir de maintenir la pureté doctrinale et d'éradiquer l'hérésie. Malgré l'autorité de Calvin, Castellion n'hésite pas à s'engager dans le débat. Pour lui, la recherche de la vérité doit se faire par la discussion et non par la violence. Il affirme dans l'un de ses livres « Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme ». C'est ainsi que commence un véritable ping-pong de publications. De vifs échanges sur la tolérance religieuse et sur la liberté de conscience vont alimenter ce débat à distance qui va s'étendre sur des années. Ainsi, le débat entre Calvin et Castellion est un épisode marquant de l'histoire de la réforme protestante au XVIe siècle. Une confrontation d'idées et de perceptions qui ont façonné et qui façonnent le monde protestant encore aujourd'hui. Et je sais que vous l'attendez, elle est bien là. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. Alors, direction tout d'abord la Guadeloupe avec vous Aurélie et bien sûr notre équipe qui a enquêté. On va aller notamment dans le nord de l'île du côté de Petit Canal et des Abîmes. Exactement. Alors, oui, vous aviez une question à me poser? Oui, c'était pour savoir qui on avait rencontré finalement. Eh bien, regardez, c'est lui, on le voit juste ici, c'est le pasteur adventiste Marcel Alfonso. Il est régulièrement modérateur de débats entre les fidèles. C'est pour lui une manière de faire avancer l'Église et l'homme. Et c'est dans l'ADN de l'Église adventiste du 7e jour, puisqu'elle est justement née du débat. Alors justement, quand et comment cette église est-elle née ?
Alors, on peut commencer par dire qu'elle fait partie de la Fédération protestante de France depuis 2004. Mais l'Église adventiste est née en 1860 avec le désir de mettre au cœur de la foi le jour du retour du Christ, donc le 7e jour, le sabbat, c'est le samedi, où les adventistes doivent cesser toute activité. Il existe aujourd'hui en Guadeloupe plusieurs églises comme celle-ci, où on est allé, mais aussi des cités scolaires, un institut théologique ou encore une radio dans lesquelles les adventistes mettent l'accent sur le développement personnel de chacun, et cela passe par le débat. Quelles sont les questions que se posent les croyants et ont-ils une manière particulière de débattre? Réponse dans le reportage de Damien Lansade. Bonjour Guy. Bonjour Marcel. Comment ça va? Ça va, ça va. Nous sommes en train, tu arrives au bon moment. Aïe. Nous sommes en train de débattre sur la guérison et on s'aperçoit qu'il y a une différence entre guérir et soigner. Marcel Alfonso est pasteur adventiste en Guadeloupe depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, il a été invité pour animer un débat dans le cadre d'un congrès sur la santé organisé par les adventistes en présence de professionnels du secteur. Un médecin américain a même fait le déplacement pour donner une conférence sur l'importance du soin dans la guérison. Alors, la définition du soin par rapport à la maladie is the elimination or eradication of a specific condition through medical interventions aimed at the cause of the disease. L'enjeu est de savoir s'il est suffisant de traiter la cause d'une maladie pour qu'un patient aille mieux. Chez les adventistes du 7e jour, débattre est au cœur de la pratique religieuse. Et Marcel Alfonso ne rate jamais une occasion de pouvoir y participer. Alors, êtes-vous d'accord, pas d'accord? Est-ce que vous avez des remarques en faveur de ce qu'il a dit ou des choses contraires? C'est le moment de poser vos questions et il sera à même d'y répondre. Voilà, il y a une première question. Là, je vous pose une question au niveau des émotions qui créent des désordres dans le corps. Pour Marcel Alfonso, le débat n'est pas que l'art de confronter des points de vue, c'est aussi une façon de s'élever. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « L'être humain créé à l'image de Dieu possède une puissance semblable à celle du Créateur, c'est la capacité de penser et d'agir par soi-même. » Et ça, c'est fondamental pour moi. Et quand je suis dans un débat comme modérateur, c'est véritablement laisser l'expression se dire, se faire ou s'exprimer. Voilà. À l'issue de cette rencontre, les participants sont arrivés à un consensus mutuel. Le soin serait primordial dans la prise en charge d'un patient. C'est ce facteur humain qui permettrait d'aller mieux, en complément des protocoles médicaux. Après le débat sur la santé, direction le siège de la Fédération adventiste de Guadeloupe. Marcel a rendez-vous avec Gilles, également pasteur. L'occasion d'évoquer avec eux la place du débat chez les protestants. Moi, j'ai étudié dans l'Hexagone, alors du côté à la frontière de la Suisse, et donc avec d'autres pasteurs du coin, ménonites, évangéliques et autres. Donc nous avons eu l'occasion aussi de... On n'était pas toujours d'accord quelquefois, c'était un petit peu, comment on pourrait dire cela, enflammé, hein, des débats enflammés, mais c'était toujours intéressant. On arrivait toujours à trouver un point d'accord et de vivre des choses ensemble. Chez les protestants, le premier à avoir suscité un débat qui a bouleversé la chrétienté, c'est Martin Luther au XVIe siècle. Martin Luther a remis en question l'autorité de l'Église catholique. Par le débat, en se basant sur les Écritures, il voulait revenir à une pratique religieuse moins vénale et plus soucieuse de la vie des croyants. C'est l'origine du protestantisme. Pour Marcel et Gilles, cette culture du débat irrigue encore aujourd'hui les églises issues de la Réforme. C'est une culture interne, car nous sommes créés différents, le croyant. Hein, Dieu nous a créés différents, parce qu'il faut une diversité aussi de points de vue pour trouver un bon nombre de fois des solutions à des problèmes qui sont extrêmement complexes. Mariage homosexuel, fin de vie, crise climatique, c'est le débat qui permet aux fidèles adventistes de Guadeloupe de mieux appréhender les profonds changements que traverse notre société.
Pour continuer à développer ce savoir-faire propre aux protestants, dans le cadre de l'apprentissage religieux, les églises organisent régulièrement des débats entre les jeunes de la communauté. Alors il y a aujourd'hui donc des jeunes de Gokap de la commune de Petit Canal et aussi des jeunes du Moule, des grands fonds du Moule de la commune du Moule. On va confronter nos idées puisque déjà il y a des garçons, il y a des filles et puis il y a deux communautés qui sont l'une face à l'autre. Hein? Aujourd'hui, les jeunes discutent autour de la notion de vérité. Qui la détient? Comment défendre la sienne sans offenser l'autre dans une société de plus en plus polarisée? Culturellement, chaque personne a sa conception de la vérité et on va essayer de ne pas parler trop fort pour ne pas gêner l'autre. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? On va te dire que c'est le fait de savoir vivre ensemble qui donne ça, mais je ne sais pas. J'ai ma vérité, il a sa vérité, c'est le même sujet, mais chacun a sa vérité. Mais comment dire maintenant qu'on a la vérité? Au sein de ce débat, Marcel Alfonso a aussi une autre casquette, un rôle primordial, celui de conciliateur. Il donne des clés pour que le débat ne soit pas facteur de division. Débattre, c'est aussi permettre à chacun d'être différent de son voisin, tout en le reconnaissant comme frère. Il y a des points sur lesquels on peut tomber d'accord. Il y a des convergences qu'on peut avoir. Et là, on travaille ensemble, on va pouvoir construire quelque chose ensemble. Et peut-être que dans ce cheminement commun, quelque chose peut se passer chez l'un ou chez l'autre. Comme Lauriane, les jeunes participants au débat d'aujourd'hui l'ont bien compris. Débattre, c'est avant tout échanger. Je pense que c'est important puisque c'est un partage entre plusieurs jeunes. Ça permet d'échanger des idées et aussi de créer une réflexion envers soi-même et également de partager sa réflexion avec les autres. Donc c'est toujours bénéfique. Débattre et construire ensemble, dans le dialogue, un principe cher au mouvement adventiste et une boussole pour le pasteur Marcel Alfonso. Et que diriez-vous, Aurélie, de débattre avec notre invité? En tout cas, de parler du débat. Direction pour cela la réunion avec Michael Schlick. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes pasteur de l'église protestante de la Réunion. Alors déjà, première question, est-ce que vous aimez débattre? Tout à fait. Mais c'est l'histoire, c'est mon histoire. Hein. Je suis né protestant. Alors quand je suis parti en France, après un premier poste pastoral très jeune, encore jeune en Allemagne, j'ai été accueilli en France par quelqu'un qui me disait je te souhaite bon courage, pasteur, puisque tu sais très bien, en France, quand tu rencontres deux personnes, deux protestants, tu auras au moins 3 opinions. Et ça a tenu promesse. Donc, alors, à La Réunion, effectivement, comment vous favorisez le débat dans votre communauté protestante? Alors, je dirais, à La Réunion, c'est encore pire. Puisque non seulement vous avez des protestants historiques de France, mais vous avez une communauté très interculturelle. Elle est composée en grande partie des personnes avec des origines malgaches, mais il y a aussi des communautés, des personnes appartenant à l'Afrique subsaharienne, bien sûr ce qu'on appelle ici les métros, quelques Européens, et de plus en plus des Réunionnais, quelque part, qui cherchent cette église, et justement, je pense, par rapport à sa capacité d'écoute, de laisser la parole circuler. C'est important pour nous, et c'est quelque part marqué dans notre histoire. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un danger. Le danger que le débat est en train de disparaître dans nos sociétés modernes. On refuse le débat et on ne favorise plus la pensée. Quand vous dites on refuse le débat, vous pensez aux adultes ou aussi à la jeune génération? Je pense à un phénomène de société générale, de manière générale, qui est plus ancien que quelques années seulement. Mais peut-être aussi la jeune génération, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans votre communauté, vous favorisez ce débat. On favorise le débat, oui. On favorise le débat, pourquoi? Puisque nous pensons que c'est une façon de rendre service à la société. C'est en invitant à la pensée, en favorisant la réflexion et le débat que le protestantisme restera fidèle aussi à sa tradition
Justement, la tradition du débat chez les protestants, est-ce que ça peut apporter aussi à la société? La rencontre et le débat, ce n'est pas vouloir convaincre l'autre absolument de sa conviction. Bien sûr, on a des convictions qui sont les nôtres, mais quand on va à la rencontre de quelqu'un, il faut se permettre de se laisser traverser aussi par la pensée de l'autre. Et quand je dis se laisser traverser, y compris spirituellement, hein, quand vous avez des rencontres avec d'autres religions, il faut se laisser traverser par la spiritualité et la pensée de l'autre, et chacun va ressortir de ce débat ou de cette rencontre changé. Sinon, il n'y a pas avancement, et le débat, il n'a pas de raison d'être. Quand les partis ne sont pas d'accord et que vous mettez en place un débat, comment vous faites pour qu'il n'y ait pas d'animosité et que finalement la communauté reste tout de même soudée après ces échanges? Je pense qu'il faut souligner, il faut le rappeler simplement, hein, que ce que les gens oublient petit à petit, qu'on n'est pas là pour affronter des opinions seulement, mais pour chercher un consensus. C'est profondément protestant, mener un débat pour y arriver à un consensus à laquelle on peut adhérer et laisser l'autre aussi dans sa pensée, laisser l'autre dans ce qu'il croit, dans ses convictions. Des fois, il y a des faux débats aussi. Un faux débat, c'est débattre quelque chose qui n'est pas à débattre. Hein, quand je rencontre quelqu'un qui me pose la question avant un débat semblable, en disant « Alors, pasteur, positionne-toi, tu es pour ou tu es contre le mariage pour tous ?» Alors, c'est un faux débat, puisque je n'ai pas à être pour ou contre, ni les protestants. C'est un phénomène de la société. C'est une loi républicaine qui autorise le mariage entre le même sexe. Ça, c'est un. La question qui se pose, est-ce que nous accompagnons ou comment accompagnons-nous ce phénomène de société? Donc, l'homosexualité, je pourrais être pour ou contre, c'est un fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait, comment on se positionne? Donc, je pense qu'il faut, dans nos communautés, essayer de sensibiliser des gens à arriver à de vrais débats. Donc, non seulement éviter l'échange des opinions qui n'amènent à rien, mais sensibiliser les gens pour dire, voilà, de quoi pouvons-nous débattre finalement? On ne peut pas débattre de tout. Pour faire avancer la société. Merci beaucoup, pasteur Michael Schlick. Je rappelle donc que vous êtes pasteur de l'Église protestante de La Réunion. Merci à vous. Allons maintenant, Aurélie, si vous le voulez bien, du côté de la Guyane et plus précisément du côté de Remire-Montjoly et Cayenne à la rencontre d'un personnage qui aime le débat. Exactement, ce personnage, comme vous dites, c'est Jean-Claude Mounkala. Alors, le débat a toujours fait partie de sa vie. Très tôt, il s'est servi de cette forme d'expression pour défendre les étudiants dont il faisait partie à Brazzaville, au Congo, où il a grandi. Et est-ce qu'aujourd'hui, il aime toujours débattre? Tout à fait. Et je vais vous dire sa fonction. Il est psychosociologue et aumônier des établissements sanitaires et médico-sociaux. Je ne me suis pas trompée. Comme ici, dans cet EHPAD, où nous l'avons suivi. Et avec toutes ses casquettes, il a aussi découvert une autre manière de débattre, plus dans l'écoute de l'autre et dans la considération de son avis pour créer une opinion commune. Comment débattre lorsqu'on veut parvenir à se comprendre et à se rencontrer? Reportage de Gaël Aossim. Le débat a toujours fait partie de ma vie. D'ailleurs, il nous arrivait fréquemment de débattre toute la nuit jusqu'à 6 h du matin. Et à 7 h, on se levait pour aller au lycée ou à la fac. L'essentiel du débat portait sur notre pratique révolutionnaire. C'est-à-dire que nous estimons qu'en tant que révolutionnaires, nous devons être des exemples, des modèles. Je n'étais pas celui qui devait arrondir les angles, faire entendre les avis des uns des autres. Non, je voulais croquer l'autre, un véritable pitbull. Aujourd'hui, d'ailleurs, je me demande si je n'éprouvais pas une sorte de plaisir
à dire des mots. Non pas à chercher à me faire comprendre, mais le plaisir d'entendre son propre son. Autour de 1985, je commence à faire des recherches dans le cadre de la psychologie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé véritablement à remettre en question ma conception du débat. On ne peut pas faire de la recherche en s'enfermant dans son carcan, en se disant « il n'y a que moi qui possède la vérité ». Ici, on se trouve à l'EHPAD. Allô, bonjour. Ben, tu as vu, je suis venu, j'avais promis. Vous étiez tout à l'heure là, dans les autres chambres, alors. Non, nous étions dans le couloir, hein. Voilà, en train de choses. Voilà, ça fait plaisir toujours de te revoir. Oui. Et donc, on va s'installer. Là, nous avons des rencontres. Parce que qui parle de débat parle de deux positions. Non, ici, la seule position qui compte, c'est celle du patient. Parce qu'on n'est plus dans le débat, il faut détruire l'autre. Il faut l'emporter sur l'autre. Donc finalement, le débat, dans ce lieu-là, reflète bien l'image que moi j'en fais en tant que rencontre. S'il y a un débat, c'est-à-dire il y a échange. Il y a des points de vue qui se rencontrent et nous trouvons toujours un élément qui nous permet de marcher ensemble. Donc, au niveau professionnel, oui, il y a des débats dans le respect de l'autre, mais au niveau des patients, des résidents, il n'y a pas de débat, il y a une disposition à être à l'écoute de l'autre. Ici, donc, nous sommes derrière la maison et mon bureau se trouve par ici. Suivez-moi. Je voudrais que lorsqu'on fait le débat, c'est comme si on se retrouve devant un miroir. Imaginons qu'il se trouve dans le miroir, c'est l'autre avec qui je débat. Est-ce que je chercherai à le terrasser? Ou alors, je chercherai à le comprendre? Je crois que le débat devait être cela. Non pas s'entendre, mais entendre l'autre et essayer de se rejoindre dans ses propos. Cultiver toujours des moments de rencontre, de cohésion. Voilà tel que je ressens, moi, le débat pour demain. Et voici l'heure de la chronique d'Aurélie. Alors, Aurélie, enfin de la semaine avec Aurélie, vous en avez l'habitude. Alors, vous allez nous expliquer comment certaines questions de société sont au cœur de l'Église, en tout cas discutées par l'Église catholique, notamment à travers les synodes, mais déjà synode Kézako. Alors, les synodes, ça vient du grec synodos qui signifie faire chemin ensemble. Les synodes sont constitués d'une assemblée représentative de l'Église, du clergé et des fidèles. Cette assemblée est convoquée par le pape. Il y a eu 13 synodes des évêques depuis leur création lors du Concile Vatican II en 1965. Oui, donc finalement, on peut dire que c'est assez contemporain. Tout à fait, mais c'est en fait dans l'ADN du christianisme, on en trouve des origines dans le judaïsme, avec la tradition de convoquer des assemblées composées de rabbins et de laïcs afin de débattre de questions doctrinales, juridiques ou morales. De ces assemblées est notamment né le Talmud, c'est la loi orale du judaïsme qui rassemble les commentaires de la Torah. Et aujourd'hui, comment les synodes choisissent-ils les thèmes qui sont débattus? Alors bien souvent, il y a une notion d'urgence qui nécessite une réponse rapide de l'Église. On peut parler notamment du synode sur l'Amazonie. Ça date d'octobre 2019. Il est introduit par cette phrase du pape François « J'adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète ». Alors l'objectif de ce synode, c'est d'informer et de conseiller le Saint-Père en permettant à chacun de prendre la parole, en particulier les premiers intéressés, comme les évêques présents dans la zone amazonienne, et les représentants des populations qui sont présentes dans cette zone, comme on le voit ici avec un représentant amérindien et le pape François. Alors, on parle de questions de société, mais il y a quand même des évêques. Elle est où la notion et la dimension spirituelle? Elle est omniprésente, en fait. Déjà, pour commencer le synode, le pape invoque l'Esprit Saint. Et puis, concrètement, je vais vous décrire un peu le processus.
À chaque table de 12 intervenants, l'échange se partage en temps de prière et en temps d'écoute de la parole des participants. Après chaque discours, on prend un temps de silence, puis on discute des sujets qu'on veut creuser, sur lesquels on est en désaccord, avant de trouver les propositions qui vont faire consensus. Et avez-vous un exemple concret de ce qui a été débattu ? Alors oui, pour ce qui ça nous touche d'ailleurs en Outre-mer, j'ai choisi le sujet de l'inculturation. C'est l'incarnation de l'Évangile dans les cultures autochtones et l'introduction de ces cultures dans la vie de l'Église. Et regardez, on a schématisé les différents points de vue sur cette question. Donc pour certains, une croix qui représente l'Évangile et qui peut avoir différentes couleurs, celles des différentes cultures de chaque chrétien. Et pour d'autres, la nécessité d'avoir une parole d'Évangile qui va unir tous les chrétiens. Eh bien, le résultat de ces discussions va mener à prendre en considération les deux points de vue. Dans le rapport final, l'Église valorise le lien entre l'Évangile et les racines culturelles de chaque communauté. Donc là, elle souhaite se servir de la piété populaire déjà présente afin de créer une relation spirituelle avec chacun. On est plutôt ici à gauche. Et puis à droite, cette partie, l'Église recommande un enseignement approprié, donc une catéchèse, pour rassembler autour d'une Église universelle. Tout le monde est écouté. En résumé, par les synodes, l'Église parvient à débattre de questions de société en se laissant guider par Dieu pour parvenir à entendre tous les points de vue, en respectant le bien commun et la parole de l'Évangile. Merci Aurélie. Au tout début de l'émission, nous avons vu qu'un débat virulent a opposé Calvin et Castellion. Eh bien, dans ce livre, Conscience contre violence de Stefan Zweig, eh bien, il revient sur ce conflit et pose la question de l'humain, du politique et de la tolérance. C'est à retrouver aux éditions Castor Astral. Et d'ailleurs, on ne va pas se mentir, hein, Aurélie, vous n'allez pas me contredire, dans nos territoires ultramarins, on aime bien débattre. Eh bien, ça tombe bien. Regardez cette page d'Outre-mer, la première, débat à la une. Plusieurs émissions y sont consacrées, notamment sur Nouvelle-Calédonie, la première. Et c'est l'instant autopromo, Muriel. Moi, j'en profite pour vous montrer nos réseaux sociaux. Regardez, vous allez pouvoir retrouver cette émission et bien d'autres et des contenus inédits sur nos réseaux et sur notre site internet tousfrères.tv. Bon, en parlant de débat, Aurélie, je sais que ce sont les Kanaks qui vous ont permis de comprendre ce que c'est que le débat. C'est vrai, complètement. Moi, quand je pense au débat, je pense à la culture kanak de la palabre, donc en Nouvelle-Calédonie. Et je pense en particulier à l'épisode où on voit la famille de Jean-Marie Tjibaou discuter avec, donc débattre avec la famille de son meurtrier. Alors à cette époque, moi, ce que je vois, c'est pas du tout un débat. Et finalement, en fait, c'est exactement le sens du débat aujourd'hui. On dit que débattre, c'est ne pas se battre. Et ben voilà, c'est ce que les Kanaks nous ont appris. C'est vrai que quand la violence revient, c'est important de se rappeler cette sagesse kanak qu'on peut écouter aussi. Oui, parce que c'est vrai que finalement, le débat, c'est aussi trouver un certain enrichissement, affûter ses idées. Et puis j'avoue que je suis admiratrice d'une femme. Elle s'appelle Fatou Diom. C'est cette femme-là. Elle est écrivaine et franco-sénégalaise. Et je trouve qu'elle a toujours une analyse très fine des événements et même de ses idées. Et puis elle est très pédagogue et surtout très respectueuse envers son interlocuteur. C'est un peu dans l'esprit que vous évoquiez tout à l'heure, Aurélie, avec les Kanaks. Alors, savoir débattre pour mieux exposer ses idées et apprendre de l'autre, finalement, un bon moyen de construire ensemble une meilleure société. Qu'en pensez-vous ? À bientôt.